Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette autre présentation d'Histoire de vie. Histoire de vie, histoire au pluriel, je tiens à le préciser, et vie au pluriel également. Ici Sylvain Dionne, il me fait plaisir de vous accueillir pour un entretien avec Annie-Claude Pinault, qui est proche aidante dans sa vie personnelle, qu'il est depuis longtemps, vous allez voir, et qui, à quelque part, l'est aussi dans sa vie professionnelle. On en jase avec elle dès maintenant. Annie-Claude, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. On aborde un autre angle aujourd'hui que celui auquel on est habitué quand il est question de la maladie, du cancer et tout ça. Un point de vue qu'on n'aborde pas nécessairement toujours, ou enfin pas tellement souvent, celui de la proche aidance. Oui, exactement. On est habitué à en parler souvent de la proche aidance quand il est question d'accompagner quelqu'un qui souffre de démence, par exemple. On entend ça plus souvent. Mais la proche aidance, c'est très vaste. Et vous l'avez vécu. Et vous la vivez depuis longtemps. Bien oui, pour peut-être vous mettre en contexte, dans le fond, moi, j'ai commencé à être proche aidante, j'avais 6 ans. Il faut dire que mon père vit une sclérose en plaques. Donc, à un moment donné, je suis revenue de l'école et j'allais dîner à la maison, l'école étant en face de la maison. Donc, mon père devait me préparer à dîner. Je suis arrivée à la maison et j'ai trouvé mon père paralysé. Donc, il avait fait une crise de sclérose en plaques. À ce moment-là, quand on retourne dans l'histoire, les téléphones étaient pris après les murs. Donc, il ne pouvait pas se lever. Il n'était pas en mesure de se lever, mais il n'était pas en mesure d'appeler personne. Donc, quand je suis arrivée à la maison, bien, j'ai dû appeler mon oncle qui vienne embarquer mon père pour aller à l'hôpital, appeler ma mère au travail dans le village voisin, puis me trouver à dîner chez ma tante. Donc, faire tout cet élément-là. Fait que j'ai appris à être proche aidante sans savoir qu'est-ce que c'était. Parce que pour moi, aider mon père avec sa paralysie, parce qu'il faut dire qu'il a été hospitalisé à un certain moment, quand il est revenu à la maison, bien, il n'était pas en pleine forme. Donc, j'ai appris à aider, à être les mains, à être les yeux, à être les pieds quand c'était requis. Fait que j'ai commencé comme ça mon rôle de proche aidante. Puis plus tard, mon père est toujours en vie aujourd'hui, a des épisodes de sclérose en plaques plus ou moins prononcés. Donc ça fait partie du rythme. Puis on a annoncé plus tard que ma mère avait un cancer. Donc je suis devenue proche aidante de l'aidante principale, c'est-à-dire ma mère. Donc c'est vraiment un rôle qui fait partie de mon quotidien. Et comme mon père est toujours en vie, bien, j'accompagne toujours mon père aussi. Qu'est-ce que ça amène en tête d'une enfant de 6 ans, de devoir constater que, écoute, c'est la première fois que la vie nous enlève quelque chose de sous les pieds, là. Le tapis vient de disparaître, on a 6 ans. Alors, on n'a pas 16 ans, on n'a pas 26 ans, on n'a pas 36 ans, on commence dans la vie. Qu'est-ce que ça amène comme prise de conscience pour un enfant de devenir proche aidant? Bien, en fait, je pense qu'on réalise pas tant parce qu'on agit par... tu sais, mon père m'a dit, il faut que tu appelles ton oncle, il faut que tu fais ce qui t'est dicté d'une certaine manière sans nécessairement réfléchir. Puis mon père, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Fait qu'il y avait beaucoup de jokes dans notre affaire. On était des gens qui faisaient beaucoup de jokes puis tout ça. Donc, c'était pas dramatique comme situation. Fait que ça a fait que ça n'a pas été quelque chose qui m'a marqué où j'étais inquiète, en pleurs ou quoi que ce soit de ce côté-là. Ça m'a juste amené un réflexe de me soucier des autres. Je pense que c'est plus ça que ça l'a amené. De dire, j'avais toujours un petit regard pour être sûr qu'il était correct, un petit regard pour être sûr que moi, j'oubliais rien, que j'étais responsable plus de ma personne. Fait que je pense que c'est plus ça que ça l'a amené dans ma tête de jeune fille. Puis en matière de relation avec les autres enfants ou à l'adolescence, qu'est-ce que ça amène aussi comme situation? Bien, en fait, il faut dire qu'à l'adolescence, mon père a paralysé complètement, puis ils ont annoncé qu'il ne devrait pas remarcher. Fait qu'on s'est retrouvé avec un papa qui a fait 9 mois en centre de réadaptation, donc une portion à Québec et une portion à Montjoly. Donc, quand il est revenu à la maison, il devait réapprendre à écrire, à lire et à marcher, nécessairement. Mais marcher, c'était pas nécessairement dans les plans médical, disons ça comme ça, parce qu'il déclarait mon père chronique, il était en chaise électrique, donc c'était vraiment un autre domaine. Et moi, j'étais seule avec ma mère, mon frère est beaucoup plus vieux, fait qu'il était parti de la maison. Donc, à l'adolescence, moi, j'avais beaucoup de responsabilités. Fait que quand je regardais les adolescents, je trouvais qu'il y avait... c'était futile leur histoire. Fait que j'étais comme un peu en réaction parce que je trouvais qu'ils perdaient leur temps avec des niaiseries, puis que, tu sais, moi, être à la mode, pas à la mode, tu fais partie d'une gang, pas partie d'une gang. Moi, je m'en foutais de ça, j'en avais rien à faire dans ma vie au quotidien. Moi, j'avais des tâches, j'avais des responsabilités. Quand j'arrivais de la maison, je retrouvais mon père qui était seul. Donc, il avait été seul toute la journée parce que ma mère travaillait un 40 heures semaine. Donc,
quand j'arrivais à la maison, j'avais des choses à faire et je ne savais jamais dans quel état j'allais trouver mon père, ni dans quel état j'allais trouver la maison. Parce que quand on est assis dans un fauteuil puis qu'on fait un dégât, c'est plate, mais on ne peut pas ramasser à terre. Fait que ça se peut que ça fasse un petit moment que c'est là. Ça se peut qu'il nous est arrivé des bévues, qu'on n'ait pas été en mesure de subvenir à nos propres besoins. Donc, je ne savais jamais qu'est-ce qui m'attendait. Fait que je trouvais que tout ce qui était adolescence ou tout ce qui était préoccupation d'adolescent était futile. Fait que finalement, il y a même un moment donné où je me suis auto-isolée de ces gens-là parce que je trouvais que c'était une perte de temps. Est-ce que ça vous a retiré quelque chose de votre adolescence? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on vous enlevait quelque chose? Pas du tout, puis pas du tout dans le contexte de la maladie, dans son entièreté. Pour moi, si mon père n'avait pas été malade, je ne l'aurais pas connu autant. Fait que pour moi, c'est une richesse. Mon père, c'était quelqu'un qui était workaholic, il travaillait de nuit. Quand j'étais jeune, il travaillait dans un métier physique. Donc, le fait qu'il soit malade, ça m'a permis vraiment de créer un lien avec lui. Tu sais, le fait que je m'en occupe de manière proche, là, vraiment proximité dans son quotidien, à la limite dans une certaine intimité, ça fait que j'ai créé des liens avec cette personne-là. Ça fait que mon père, moi, il était à la maison quand j'arrivais, j'avais des discussions, je faisais mes devoirs pendant que lui retournait aux études et faisait ses propres devoirs. Ça faisait qu'on jouait à des jeux de société ensemble. Ça faisait que quand j'avais des amis qui venaient à la maison, mon père jasait avec tout le monde. Fait que d'une certaine perception, les gens m'enviaient parce que moi, j'avais des parents présents d'une certaine manière. Puis, fait que pour moi, c'est loin d'être quelque chose qui m'a enlevé quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui a amené quelque chose de positif dans ma vie, c'est-à-dire un lien avec mes parents, un lien une humanité aussi, cette idée-là que, tu sais, tout le monde fait son possible, tout le monde, tu sais, essaie de faire son mieux tous les jours. Fait que pour moi, c'est vraiment ça que ça a apporté. Fait que c'est rien de négatif. J'ai vraiment horreur des gens qui vont me prendre en pitié et dire « Ah, c'est donc pas drôle ». Il y a rien de pas drôle là-dedans. C'est la vie. Il y avait beaucoup d'humour. Chez nous, on riait beaucoup. Mon père était toujours en joke. C'était toujours des petites blagues. On se permettait Mon père est quelqu'un qui aime argumenter, fait qu'on avait des petites joutes de discussion. Fait que c'était loin d'être négatif comme environnement. C'était positif. Tu sais, je me souviens d'une fois où mon père a glissé en bas du lit en essayant de mettre ses pantalons, puis les pieds, ils ont remonté après le mur, l'autre bord. Puis là, il était pris entre le lit puis le mur. Puis, tu sais, là, on faisait juste rire. On n'était même pas capable de le déprendre. Puis là, lui, il n'était pas capable de bouger. Mais moi puis ma mère, on n'était pas assez fortes pour le bouger. Puis tout ce qu'on faisait, c'était rire. Mais on a peut-être ri 45 minutes avant d'appeler mon oncle puis de dire « Pourrais-tu venir nous aider à replacer le mont? » Il a glissé, il est plus après le mur. Mais tu sais, c'était toujours ça. Il y avait toujours quelque chose qui arrivait où on pouvait de rire. La chaise électrique qui reste prise dehors, il pleut. À un moment donné, j'entends tout dans la vitre. Je dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est mon père qui garoche des roches pour qu'on aille le pousser. Tu sais, fait que des affaires qui nous ont vraiment fait rire, mais c'est des beaux moments. C'est loin d'être quelque chose qui est négatif pour moi, puis je trouve pas que ça m'a enlevé quelque chose. Ce qui est intéressant quand je regarde votre cheminement de vie, c'est qu'il y a des constantes. Il y a à tout le moins une constante. Vous avez étudié en communication graphique, vous avez travaillé en communication, vous avez étudié en GRH. Oui. Vous êtes maman. Oui. Vous êtes maintenant coach professionnel. Oui. Et vous êtes directrice de la ruche Bas-Saint-Laurent. Oui. La constante que j'y vois, parce que si je regarde tout ça, communication et tout le reste, on est dans le domaine très relationnel. Oui. On est dans le domaine de l'accompagnement. Oui. On est dans le domaine de la proche aidance, mais qui dépasse le cadre personnel ou familial. Là. Ça va jusque dans la vie professionnelle. Oui. Est-ce que ça a été un réflexe naturel? Ça vous est venu comme ça ou c'est une orientation que vous avez volontairement prise à un moment donné? Bien, si on se reporte à l'adolescence où j'avais un peu un écœur en titre de monsieur, madame, tout le monde, c'était pas quelque chose vers quoi je voulais aller accompagner les gens parce que j'en avais marre d'entendre des histoires négatives, puis je trouvais que souvent les gens se plaignaient au lieu de se prendre en charge, puis ils n'étaient pas dans les plans d'action, puis ils n'étaient pas dans comment je fais pour changer ma vie, puis tu sais, fait qu'il y avait ça qui me puait au nez. Fait que moi, je suis allée en communication graphique parce que c'est le dessin, c'est ce qui m'a permis, moi, à l'adolescence, d'extérioriser un peu tout ce que je vivais à l'intérieur. Fait que j'étais quelqu'un qui faisait j'ai suivi des cours de peinture, fait que à un moment donné, je faisais des toiles. À un autre moment donné, je faisais beaucoup de dessins, je lisais beaucoup. Fait que c'était vraiment des échappatoires pour moi, ces moyens-là. Fait qu'aller en communication graphique, c'était
la ligne qui faisait du sens, disons ça comme ça. Fait que je suis allée là-dedans, puis par la suite, j'ai découvert, parce que j'étais quelqu'un qui était quand même très gêné. Tu sais, aujourd'hui, je te parle, je suis pas gênée, mais j'étais quelqu'un qui était très gêné aussi à l'adolescence. Fait que quand je suis arrivée au cégep, bien, j'ai comme extériorisé aussi, j'ai comme été capable d'être une voix, puis de porter des dossiers, de défendre des choses. Puis c'est là que j'ai eu envie peut-être de retourner dans l'accompagnement, puis peut-être d'être une voix, un porteur pour quelque chose. Puis quand j'ai terminé l'université, bien, je suis retournée dans ma région, la vallée d'Amatapédia. Oui. Puis bon, le design graphique à ce moment-là, c'était comme quelque chose qui n'était pas connu. Tu sais, ce qu'on connaissait de ça, c'était le journal. Puis moi, c'était pas ce qui me tentait. Fait que j'ai dû comme utiliser ça à autre échéance, disons ça comme ça. Fait que j'ai dû me donner une mission. Puis moi, comme mission, je me suis donné de travailler au développement de la région. Donc, je devenais une porteuse de projet, une porteuse d'images. Puis c'est comme ça que ça m'a amené à avancer. Puis là, tu sais, on parle de communication. Oui, j'ai fait le saut dans les communications plus publiques parce que j'ai représenté une organisation vraiment au niveau des communications. Et là, j'avais intérêt, à un moment donné, je me suis remis à travailler. J'aimais beaucoup la dynamique dans les bureaux des gens. Tu sais, entre le gestionnaire et l'employé. Les différents niveaux de poste. Je voulais comprendre comment ça marche. Fait que ça m'a amené à dire, bien, je vais étudier en gestion des ressources humaines, je veux savoir comment ça marche. Et là, je me suis mis à m'intéresser à ça parce que je me disais, moi, chez nous, mon père m'a toujours dit, c'est toi qui décides où tu vas, c'est pas les autres qui vont dicter où tu vas. Mm-hmm. Tu sais, c'est ton cerveau, c'est toi qui contrôle ce que tu penses, puis tes pensées, ça crée ta vie. Fait que moi, je me disais, comment je peux être là, puis travailler avec ça, puis aider les autres à réaliser ça. Fait que de fil en aiguille, oui, la gestion des ressources humaines est arrivée. J'ai été gestionnaire avec une dynamique différente dans un milieu masculin. Donc, j'ai appris vraiment beaucoup à ce niveau-là. Est-ce que j'ai fait que des belles choses? Non. Mais j'ai appris. Puis de fil en aiguille, ça m'a amené au coaching professionnel. À un moment donné dans ma vie, je voulais avoir de l'accompagnement, mais je voulais pas quelqu'un qui allait décider à ma place. Donc, je voulais pas des conseils parce que ça, je trouvais que des gérants d'estrade, j'en avais beaucoup, qui venaient me dire comment je devrais penser, comment je devrais voir, comment je devrais réagir avec les différentes maladies ou les différents trucs qui arrivaient dans ma vie. Fait que je voulais vraiment quelqu'un qui allait m'accompagner, mais qui n'allait pas décider à ma place. Et c'est là que j'ai découvert le coaching. Et là, dans ma tête, c'est vraiment là où il y a eu un 1+1. Et là, c'était un choix conscient de devenir une accompagnante professionnelle, que ce soit en transition de carrière, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat. Et là, pour moi, ça faisait comme bingo. Voici ce que moi, j'aime faire, c'est-à-dire redonner le pouvoir aux autres parce que je crois qu'on a tous notre propre pouvoir. Puis à travers tout ça, bien, la vie vous a ramené. Oui. Sur le plan personnel. Sur le plan personnel, probablement que la vie s'est dit, bon, ben elle est rendue là. Elle a décidé que l'accompagnement, c'était vraiment sa voie. On va vérifier jusqu'où. Oui, mais dans le fond, je me suis retrouvée à un moment donné. Ma mère est quelqu'un qui a toujours fait de l'anémie. Bon, donc c'est quelqu'un qui avait des hauts et des bas, on le sait. Ma mère était une proche aidante, elle aidait beaucoup mon père physiquement. Fait que c'est sûr qu'il y avait des hauts et des bas côté santé de ma mère, mais rien de notable si ce n'est que l'anémie qui était une fluctuation de temps en temps. À un moment donné, dans mon parcours professionnel, je me souviens que ma mère m'appelait au travail. Ma mère, elle faisait jamais ça avant. Mais elle m'appelait, puis elle pleurait, puis elle filait pas bien. Fait qu'à un moment donné, je discute avec mon père qui, lui aussi, fait comme, ben là, ça marche pas avec ta mère, je sais pas, il faudra aller à l'hôpital, puis elle veut pas. Fait que là, je leur donne un pseudo-ultimatum en disant, ben mais que je termine, si t'as pas amené maman à l'hôpital aujourd'hui, moi, demain matin, je prends un congé et je l'amène à l'hôpital, ça marche pas, il y a quelque chose qui se passe, ça se peut pas. Maman est pas aussi larmoyante, elle a pas d'énergie, on dirait qu'elle est mélangée, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait que le soir, mon père a réussi à convaincre ma mère d'aller à l'hôpital. Puis là, on se retrouve à l'hôpital à l'urgence. Et là, mon père est tout seul avec ma mère qui n'a rien amené parce qu'elle n'est pas malade. Fait qu'on s'en va. Mon père arrive à l'hôpital et là, ils disent le taux d'hémoglobine de Mme Beaulieu est à 59. Il faut transfuser Mme Beaulieu d'urgence. Elle a perdu du sang. On ne sait pas où il est. Donc là, mon père m'appelle, dit Annie, il faut que tu viennes. Il garde ta mère, il la transfuse d'urgence. Mais là, mon père est désorganisé parce que c'est le choc, parce que lui, c'est sa proche aidante. Puis là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, c'est comme être en danger de... Tu sais, c'est en danger de mort, d'une certaine manière. Là, on est dans cette optique-là. Fait que moi, je suis à l'extérieur de la vallée de la Matapédia. Je suis à Matane. Là, je refais la route, je rebrousse chemin, je fais la route, je m'en vais trouver mon père. Et là, ils se mettent à transfuser ma mère. Puis ce que le médecin nous explique, c'est que ma mère, il manque du sang. Mais on ne sait pas où. Fait que ce qu'ils font comme test, c'est de s'assurer où est le sang qu'elle a perdu.
Fait que ça, c'est les premiers tests. Mais il donne 3 kilos de sang à ma mère. C'est 3 transfusions. Elle est hospitalisée quand même plusieurs semaines. Donc, ces transfusions-là, ça se fait pas... transfuser quelqu'un, c'est long. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de réaction et on ne peut pas faire 3 kilos un en arrière de l'autre. Donc là, ma mère elle est hospitalisée. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui se passe. Et là, ils la transfusent pour la ramener avec nous. Fait qu'après ça, ma mère a vécu un genre de moment où elle filait super bien parce qu'elle est revenue pleinement. Et là, toute son énergie, c'est comme s'il y avait reseté, puis pouf, elle était repartie, la batterie était bonne, elle était rechargée, c'est comme un ordinateur, là, elle était repartie, puis tout allait bien. Fait que, tu sais, ils ont poussé les tests, ils n'ont pas trouvé où. Elle n'avait pas de saignement interne, puis tout ça, parce que c'est ce qu'ils suspectaient. Elle n'avait pas eu de saignement, anormal non plus, fait que ils se sont dit, elle va bien. Puis là, ma mère, c'était pas une pro-médecin, parce que pour de multiples raisons, on en avait vu beaucoup dans sa vie. Fait que c'était pas nécessairement ce qui l'intéressait. Fait qu'on a eu une période où elle filait, elle était contrôlée, elle faisait quand même différents tests, mais il y avait des tests que ma mère ne voulait pas faire, ce qui était des prélèvements, entre autres au niveau de la moelle osseuse, ou des trucs comme ça que ma mère était pas très, très chaude à l'idée. Il faut dire que médicalement parlant, ma mère, elle n'avait pas un cœur très solide, puis quand elle nous a accouchés, elle a perdu connaissance aux 2 cas. Moi, j'ai été programmée super d'avance pour être sûre qu'elle ne fasse pas de chute de pression parce qu'elle avait failli la perdre à mon frère. Puis même avec tout ça, elle reste hospitalisée, puis moi, j'avais mon droit de sortie. Là. Fait que ça donne une idée. C'était vraiment quelqu'un qui vivait pas bien les opérations, ou en tout cas, ces choses-là. Fait que de fil en aiguille, à un moment donné, dans les contrôles, ils se rendent compte que l'hémoglobine de ma mère se met à rebaisser. Bon. Au départ, je pensais que c'était de l'anémie normale, fait que là, elle change son alimentation, elle fait plus attention, elle change ses habitudes de vie. Mes parents, dans le fond, vont chercher de l'aide aussi avec le CLSC parce que mon père, de par sa maladie, a accès à de l'aide ménagère ou à de l'aide comme ça. Donc, va chercher l'aide pour les accompagner, mais ma mère, son taux d'hémoglobine baisse toujours. Et là, ça baisse toujours. Et que là, on retourne en test, on retourne rencontrer l'oncologue du côté de Rimouski. Et là, il dit à ma mère, elle dit à ma mère qu'il faudrait vraiment faire un prélèvement au niveau de la moelle osseuse pour voir qu'est-ce qui se passe parce qu'il suspecte une malformation des chromosomes, puis bon, bref, tout ça, des globules. Puis là, c'est un peu nébuleux parce que mes parents sont là, mais ils ne comprennent pas tant ce langage-là parce qu'on est habitué à un langage qui est sclérose en plaques et non un langage qui ressemble au cancer. Puis ma mère, se promet bien qu'elle ne perdra jamais ses cheveux, puis que, tu sais, fait qu'on est déjà dans l'arbrousse-poêle de ce côté-là. Fait qu'elle est déjà là-dedans. Fait que là, on se retrouve à un moment donné, à peu près à 2 ans de sa première épisode, où on amène ma mère un malaise cardiaque, dans le fond. Elle fait une crise d'angine, elle s'en va d'elle-même à l'hôpital. Et là, l'hôpital, ma mère m'appelle pour que je récupère ma mère parce qu'ils ne veulent pas la laisser repartir parce que son taux d'hémoglobine est très bas. Elle a fait une crise d'angine. Elle ne doit pas conduire seule. Elle a une attention déficitaire, c'est-à-dire que là, ce qu'ils se rendent compte, c'est que probablement que son attention fonctionnée d'une journée équivaut à peu près peut-être à 4 heures. Donc, et non consécutive, parce qu'elle est perdue, puis parce qu'elle montre des signes où elle est moins bien, de confusion, mais aussi beaucoup de fatigue. Fait qu'on repart la batterie de test et elle se retrouve et font ce fameux test-là pour découvrir que elle a ce qu'on appelle un syndrome myélodysplasique. Donc, le premier réflexe autour de ça, c'est de demander s'il y a des gens qui sont compatibles au niveau des frères et sœurs pour un transplant, au niveau de ça. Et là, tout le monde fait les tests, mais personne ne comprend nécessairement que ma mère est malade parce que ma mère n'en a pas parlé. Ma mère ne veut rien savoir de parler de sa maladie, elle ne veut pas de la pitié, elle ne veut pas des gens qui vont... Pour ma mère, la maladie, c'est négatif. C'est pas positif, fait qu'elle, elle décide qu'elle veut pas aller là-dedans, fait qu'elle n'en parle pas. Fait que là, c'est un peu le choc parce que tout le monde comprend, mais ne comprend pas. Puis entre la réception de ça puis les tests qui se font dans sa famille, ma mère a 65 ans. Donc là, quand ils vont évaluer les risques d'opération, on sait que ma mère elle a déjà un cœur qui est faible. Elle ne veut pas d'opération nécessairement. Elle n'est pas très chaude à l'idée de se faire endormir parce que ça s'est mal passé quand ils l'ont endormie d'autres fois. Donc là, au final, le médecin nous dit, normalement, à 65 ans, on fait pas d'opération. Fait que si vous ne la voulez pas, on ne forcera pas là-dessus. On va regarder comment vous maintenir. Et là, ils se rendent compte que ce syndrome-là est causé, normalement, que c'est les gens qui sont peintres en automobile qui ont ça. Que c'est ce type-là. Mais ma mère,
elle peint pas des autos là, dans la vie. Ma mère a fait le métier de bureau. À la limite, elle a travaillé à l'épicerie, mais elle n'a jamais travaillé dans un garage. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi c'est ce type-là, qu'est-ce qui fait où et quand et depuis quand, parce qu'il y a ça aussi. Parce que là, on se met à questionner l'anémie qu'il y a depuis tôt, on se met à questionner, plusieurs choses, mais on ne trouve pas nécessairement. Fait que finalement, ma mère se retrouve dans un traitement qui est plus du suivi. Fait qu'on retransfuse, parce que ma mère a eu vraiment beaucoup de transfusions sanguines. On retransfuse et là, on suit à l'hôpital. Et là, elle est suivie en oncologie du côté d'Amqui. Fait qu'elle va, au départ, une fois par mois, prendre une prise de sang, voir elle est où. Si elle se sent plus faible, elle se présente et prenne une prise de sang. Fait qu'on valide toujours comme ça. Et de fil en aiguille, ça devient, après plusieurs tests au niveau dans le fond de l'oncologie, décide que ma mère doit être suivie à toutes les semaines. Mais il n'y a pas nécessairement de médication associée. Il n'y a pas de chimio, il n'y a pas de ces choses-là. Elle n'a qu'une petite pilule qui booste son système qui est à prendre. Donc, elle prend ça, elle va faire ses tests. Mais là, tu sais, moi, je me retrouve avec mon père qui est quand même hypothéqué dans la vie. Puis, je me retrouve à aider ma mère qui ne veut pas être aidée parce que c'est la prochaine dent. Fait que ma mère, elle, dans ce processus-là, elle veut qu'on soit là, mais elle veut pas qu'on soit là parce qu'elle est le pilier. Fait qu'aider quelqu'un qui aide habituellement, c'est pas facile. Tu sais, elle est habituée c'est elle qui décide, c'est elle qui est en contrôle, c'est elle qui... Fait que quand on y annonce que c'est faire des voyages puis partir 2-3 semaines, ça se peut plus parce qu'il faut que tu sois à l'hôpital, faut que tu te présentes, faut que tu vérifies, faut que tu fasses attention à ton alimentation. Il y a plein de choses qui arrivent. Puis là, ma mère, elle est comme... Non. Ça fait pas son affaire, tu sais. Puis ma mère, c'est tellement quelqu'un qui... Pour elle, là, c'est... Moi, je me souviens encore le jour où elle m'a annoncé ça, là. Je m'en allais en voyage, je partais à minuit le soir, elle est chez nous, il est 7 heures du soir, la maison est pleine parce que mes beaux-parents s'en viennent garder mon fils. Mes parents arrêtent, ils redescendent de Rimouski, puis elle me pogne dans le corridor entre deux, puis elle me dit « By the way, j'ai un cancer, je veux pas de chimio, je veux pas de traitement. Fait que c'est ça, on s'en reparlera, mais que tu reviennes. » Là, je suis comme... Je peux pas parler parce qu'elle veut pas que les autres le sachent. Fait que je suis comme, mais voyons donc. Puis là, je pars en voyage, puis là, le hamster part, puis là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, j'en ai 2, puis j'ai un petit bonhomme, je travaille à temps plein, j'ai un conjoint qui a une job qui fait qu'il revient jamais. Tu sais, on sait quand il part, on sait pas quand il revient, il fait du troubleshoot en usine. Fait que c'est la vie. Mais là, je suis comme, oh mon Dieu. Là. Fait que oui, j'ai eu un genre de trouble d'adaptation, tu sais, qui est peut-être important de mentionner, c'est que tu regardes ça, puis tu dis, ben OK, je vais l'aider comment? Fait que je discute avec mon père pour voir comment je peux les accompagner. Parce que mon père, je le regarde dans les yeux, je sais comment il fait, je parle au téléphone, le ton de voix, je le sais. J'ai pas besoin de dire que je vais l'aider, j'ai pas besoin de dire que je vais être présente, j'ai pas besoin, ça va de soi. Mais ma mère, c'est pas ça. C'est, on va à Rimouski, ben tu veux-tu que j'aille avec vous autres conduire? Non. Moi, mais je le fais quand vous allez puis les yeux à papa. Non. Elle veut pas être aidée au départ. Fait que c'est pas facile. Fait que là, tu te retrouves, t'es l'enfant, d'une certaine manière, t'es l'enfant, d'une certaine manière, t'es le parent aussi. T'es le parent, mais avec une adolescente qui est fâchée. C'est un peu ça. Ça prépare déjà au rôle de parent. Oui, ça prépare au rôle de parent. Fait tu sais, comment tu trouves ta place là-dedans? Ouais. Parce que tu te dis, tu sais, ben là, c'est ta mère, tu sais, c'est pas... Tu sais, puis moi, je suis habituée que ma mère, elle fait le bien, puis qu'elle vient garder mon fils, puis qu'elle m'aide, puis que, tu sais, c'est du donnant-donnant. Puis là, on se retrouve face à ça. Fait que, oui, ça déstabilise l'horaire de travail et la vie, là. Fait que le tapis, il a été tiré solide. Puis, ce que je constate, c'est que vous n'étiez pas nécessairement toujours là. Maintenant, vous êtes à Rivière-du-Loup. Oui. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on est proche aidant. Vous avez été proche aidante à distance. Oui. Dans les derniers 1000, oui. Pour ma mère, parce que ma mère est décédée en 2021. Donc, oui, dans le fond, c'est un choix que j'ai fait de déménager. Mes 2 parents étaient malades, je le savais. C'est quelque chose que j'avais appréhendé, leur dire que parce que je me suis séparée puis tout ça. Fait que j'appréhendais, tu sais, j'avais eu la possibilité d'avoir un emploi et j'appréhendais beaucoup le fait de leur dire que j'allais quitter la région pour cet emploi-là. Puis finalement, mon père m'a dit « Hey, t'as juste une vie, fille, là.
vis ta vie, là, arrête de vivre en fonction de nous autres, il faut que tu vives. Là. Si toi, tu pars demain matin, tu n'auras pas vécu, tu fais juste t'occuper de nous autres, fait fais ta vie. Fait que je décide de partir à distance parce que, bon, mon père est dans des bonnes conditions, sa maladie est somme toute dormante, puis ma mère, bien, elle est suivie, mon père réussit à faire des suivis, j'ai quand même un oncle et une tante qui sont prêts, qui vont donner des petits coups de main, entre autres au niveau du voyagement, disons ça comme ça, mais je fais quand même la route Rivière-du-Loup, Sainte-Florence pour amener ma mère à l'hôpital à Rimouski, exemple. Donc, je fais quand même ça. Fait que ça fait partie de ma vie. Puis, il faut dire aussi que dans les derniers milles de ma mère, dans le fond, dans les 2 dernières années, on était dans la fameuse pandémie. Ouais. Donc, moi, j'ai voyagé en dehors des couvre-feux. Ma mère a été hospitalisée d'urgence, donc je devais descendre dans la vallée de Matapédia. Donc, voyager. Proche aidant, ça veut aussi dire en tant que COVID que ça se peut qu'on ne puisse pas être les deux à l'hôpital. Donc, comment on fait pour que mon père puisse y être et que je puisse y être, puis expliquer la situation, faire que moi, je ne peux pas laisser mon père tout seul parce qu'au moment où il a hospitalisé ma mère parce qu'elle n'allait pas bien, ma mère elle avait son cancer qui commençait vraiment à travailler, pas à faire mal, mais elle faisait aussi de la démence. Donc, là, elle était fâchée après tout le monde. Puis elle ne reconnaissait pas mon père, fait que c'est ce qui a fait qu'il l'a amené à l'hôpital. Fait que comment on gère ça à distance? Bien, c'est sûr que moi, j'ai un piton qui dit quand le téléphone sonne, il faut que je sois capable de m'en aller. OK. Tu sais, c'est les choix que je fais, c'est ça. Fait que c'est le téléphone sonne, que le travail, peu importe, les gens qui m'engagent savent que je suis proche aidante, puis que ça se peut qu'un matin, je lève la main et je dis « Moi, je ne peux pas être au travail, je dois être à l'hôpital d'urgence. » Et c'est ça qui est arrivé. Et je commençais mon emploi à la ruche. Donc, j'avais commencé en novembre, on était en janvier, on hospitalisait ma mère. Je pense que le fait de le déclarer au départ, tu sais, de le mentionner à l'employeur, ça aide vraiment beaucoup. Et ça n'a pas été quelque chose qui a été négatif, ça a été quelque chose qui a été perçu vraiment positivement. Moi, je n'ai pas arrêté de travailler. Donc, j'ai continué. Mon bureau a juste déménagé avec moi dans la vallée de Matapédia plus d'une fois, là, au printemps. Donc, c'est ça. Fait que j'ai accompagné ma mère à distance avec les couvre-feux, avec les restrictions à l'hôpital. Ma mère est décédée en mars. Donc, on était dans veiller une personne, mais on ne veille pas à 12 comme ça se faisait dans le temps. C'est pas possible. Fait que c'était moi puis mon père. C'était mon fils qui venait de temps en temps. On sortait de la chambre, il y avait ses frères, ses sœurs. Fait que c'était spécial comme situation. Puis ma mère n'avait pas de système immunitaire. Fait qu'on s'entend que la pandémie, ça a été un extrême gros stress parce que ma mère avait déjà pas de système immunitaire avant. Tu sais, nous, faire des quarantaines à Noël parce qu'on a le rhume ou que mon garçon mort va plus finir puis fait de la fièvre, bien, c'était déjà arrivé dans notre vie de dire on va reporter Noël dans une couple de jours parce que j'ai un nez à microbe qui va vouloir coller sa grand-maman, là, tu sais. Fait que ça, on vivait déjà ça. Fait que, sauf que là, la pandémie venait ajouter parce que ma mère ne comprenait plus les règles sanitaires, puis avait comme réflexe pour calmer sa douleur de se promener. Fait qu'à l'hôpital, ma mère allait dans toutes les chambres, se promenait non-stop, puis comme elle était perdue, elle voulait s'en aller d'hôpital, fait qu'il était obligé de mettre un bracelet, d'avoir quelqu'un qui l'accompagne, qui la surveille. Fait que ça a été vraiment une période qui a été difficile. En même temps, là-dedans, on a trouvé des anges. Tu sais, on dit souvent, tu sais, dans le système de santé, oui, il y a eu bien des écueils dans le dossier de ma mère. Ça, c'est désolant. Mais ce que je retiens, c'est 2 humains qui nous ont accompagnés, parce que moi, la priorité, c'est l'accompagnement humain. Bien, 2 personnes, la travailleuse sociale qui était associée à ma mère, qui était associée à la résidence dans laquelle ma mère devait s'en aller vivre, puis que c'est elle qui nous a appelés pour ramener ma mère du côté de l'hôpital parce que ma mère avait trop de douleur. Et une préposée aux bénéficiaires non formée qui a cliqué sur « Je contribue, je veux faire ça dans la vie ». Je veux aller aider des gens qui étaient une perle, qui communiquaient avec ma mère comme personne. Donc, on avait ces 2 personnes-là qui nous ont entourés, qui m'ont aidé aussi avec toutes les démarches. Parce que, veux pas, quand ma mère est hospitalisée, il faut dire que mon père a vécu un genre d'état de choc. Mon père est cardiaque, fait de la cirrhose en plaques. Donc, les symptômes de cirrhose en plaques sont revenus, là, spasmes et autres. Il a fait une crise de zona. Il allait vraiment pas bien. Fait qu'ils ont accepté qu'il ne reste pas à l'hôpital parce que j'étais là. Parce qu'il y avait une proche aidante qui s'en venait puis qui savait que je serais présente parce que dans l'historique hospitalier, on me connaît. Oui. Donc, on est habitué de me voir avec mes parents. Donc, ils ont laissé mon père partir. Puis, c'est ça, moi, j'ai accompagné mon père, mais ces aidants-là m'ont aidé avec toutes les démarches parce que là, moi, ma mère devait être placée dans un foyer au début, après ça, en évaluation, tous les jeux de tests et tout ça parce que là, ma mère faisait une réaction allergique à ce qu'il lui donnait.
comme médication pour booster son système. Puis là, elle était devenue toute plaquée, puis c'est comme un peu les pointes de l'iceberg, puis c'était la maladie qui prenait de la place. Fait que là, on savait qu'elle avait vraiment beaucoup de douleurs, beaucoup d'inconfort, elle comprenait pas beaucoup, suivait pas les règles, fait que ça demandait vraiment beaucoup d'énergie de ce côté-là. Fait que moi, le fait d'avoir ces deux personnes-là qui m'aidaient aussi dans qu'est-ce qu'on peut demander, puis qu'est-ce qu'on peut, puis qu'est-ce qu'on peut pas avec la COVID. Au niveau du système de santé, bien, ça a vraiment donné un bon coup de main, mais ça reste que c'était pas une période nécessairement le fun à vivre, là, mais aujourd'hui, je regarde ça avec le recul, je suis heureuse qu'elle soit partie, parce que ça aurait été terrible à gérer, là. Ma mère ne portait pas de masque, ne voulait rien savoir d'avoir ça dans le visage. La seule chose qu'elle faisait, c'est se désinfecter les mains avec les infirmières au comptoir et c'était non-stop, là. Fait que ça, c'était un peu comique, là. À toutes les fois, les infirmières ont comme un cycle, là, où ils vont nettoyer leurs mains quasiment tout en série. Ma mère embarquait dans le fil, puis elle nettoyait ses mains, puis à toutes les fois qu'elle passait là, elle nettoyait ses mains. Fait que c'est probablement ce qui l'a sauvé d'attraper un million de microbes, mais c'est ça. Elle était toujours en promenade. J'aimerais revenir au fait que vous êtes proche, parce que vous êtes toujours proche aidante. Dans quel... En tout cas, je vais poser des questions comme ça, puis... Dans quelle limite ça vous a repoussé? Parce que ce que je comprends, c'était pas simple, là. Non. Bien, ça n'a jamais été simple, mais en même temps, c'est ma vie. Je connais pas autre chose. Tu sais, je fais juste en regarder mon frère qui a quand même 7 ans et demi de plus que moi. Il a connu mon père pas malade, lui. Fait que lui, la vision de mon père malade est beaucoup plus horrible. Puis quand ma mère était malade, pour lui, c'était l'hécatombe, dans le sens où lui, il avait vraiment de la difficulté avec ça. Mais moi, ça, c'est mon quotidien. Je connais pas autre chose. Fait que moi, avoir cette responsabilité-là, ça fait partie de ma nature. Je sais pas, je peux pas imaginer une vie sans, je sais pas c'est quoi. Parce qu'on parle souvent, d'ailleurs, il y a des organismes d'aide qui existent maintenant, on parle beaucoup de l'épuisement qui guette des proches aidants, des proches aidantes. On parle beaucoup de la grande fatigue. Parce que, bon, on s'habitue à s'occuper des autres. On a tendance parfois à oublier de s'occuper de soi. Oui. Comment vous passez à travers tout ça? Vous semblez très... Très bien. Très légère à travers tout ça, mais quand on vous parle d'épuisement ou de fatigue des proches aidants, des proches aidantes, comment vous envisagez ça? Bien, en fait, je pense que la plus grande clé, c'est d'apprendre à se connaître, puis d'avoir des mécanismes pour soi, pour prendre soin de soi. Parce que tu ne peux pas mettre le masque à quelqu'un d'autre avant d'avoir mis le tien. Moi, ça, je l'ai compris dans mon premier trouble d'adaptation, quand j'ai fait mon trouble d'adaptation dans la situation de ma mère, là, où là, j'ai compris qu'il fallait que je mette un masque puis que je prenne soin de moi pour être capable de prendre soin des autres. Fait que ça a vraiment été quelque chose que j'ai instauré. Tu sais, j'ai une routine de vie à laquelle je tiens. Je n'aime pas les routines en temps normal, mais j'ai quand même un beat de vie auquel je tiens. C'est-à-dire que moi, je m'entraîne. Je m'entraîne 3 fois par semaine et c'est non négociable. Je vais au gym, je fais 1 heure de gym. C'est vraiment, ça fait partie de ma vie. Quand c'était pas au gym, c'était de la course. Quand c'était pas de la course, c'était de la natation. Fait que j'ai toujours fait du sport. Côté alimentaire, c'est sûr que je fais attention à ce que je mange pour être en pleine forme. Puis j'ai eu ce régime-là parce que mes parents devaient bien manger. Mon père ne peut pas manger ce qu'il veut, donc il faut qu'il mange bien pour être en forme. Fait que ça a été une éducation qui était déjà présente. Avoir aussi des loisirs, puis avoir des gens autour qui nous parleront pas nécessairement de ça. Tu sais, moi, j'ai des amis de tous âges, puis c'est rare qu'on va parler de ça, à moins que moi, j'en parle puis que j'en ai besoin. Mais souvent, j'aime plus être dans l'humour, j'aime plus rire, j'aime plus avoir du plaisir. C'est de prendre du temps pour soi. Tu sais, moi, j'ai pas... Souvent, les gens vont dire « Oh mon Dieu, c'est égoïste. » Non, moi, je vais prendre des vacances puis je ferai rien. Je vais juste rester chez nous à lire un livre, à aller me promener, à prendre du temps pour moi, sans dire à tout le monde que je suis en vacances ou sans me faire un gros planning. Donc ça a vraiment été des clés, prendre vraiment du temps puis dire non, mais je ferai rien. Je vais juste comme me reposer, prendre du temps pour moi, prendre le temps d'aller au bord du fleuve. Dans mon cas, c'est un reset automatique. Puis profiter du moment de qualité avec les gens, parce qu'au-delà du fait que je suis une proche aidante, quand je vais chez mon père, je vais avant tout voir mon père, puis je me dis, je sais jamais si c'est la dernière fois. Fait que même chose qu'avec ma mère. Tu sais, je descendais, je savais jamais si c'était la dernière fois. Puis, tu sais, ma mère était comique dans sa démarche parce qu'elle me prenait un peu pour tout le monde. Fait que
c'était drôle. Des fois, elle me donnait des rôles, j'embarquais dedans, puis tu sais, ça créait des situations comiques, mais moi, ça me faisait rire. Je me disais, je profite du moment présent, je profite qu'on est là, qu'on peut se voir, qu'on peut se toucher, puis qu'on est là. On ne sait pas demain matin si on ne sera pas là. Fait que je me casse pas la tête avec l'avenir, puis je me concentre sur comment je passe du bon temps, puis comment je prends soin de moi. Tu sais, cet hiver, ma mère est décédée en mars l'année dernière. Fait que quand je suis arrivée dans le temps des fêtes, il y avait beaucoup de mouvements dans ma vie. Puis oui, là, j'étais fatiguée parce que je sentais qu'il y avait beaucoup de choses qui reposaient sur moi. Mais c'est aussi de dire à la personne qu'on aide, bien là, tu sais, on va-tu chercher de l'aide ailleurs? Parce que là, c'est lourd pour moi ou parce que là, es-tu capable de le faire? Parce que là, tu sais, je comprends, mais moi aussi, là, je suis fatiguée. Fait que d'accepter qu'on est fatigué, d'accepter qu'on n'est pas là avec une cape non-stop, là, tu sais, puis qu'on n'est pas le super-héros, puis de dire, ben oui, ça se peut, je sois fatiguée. Puis souvent, la personne qui est malade, ben elle comprend vraiment ça, là, tu sais. Moi, mon père, il rit, là, quand j'ai dit que je prends des vacances et que je fais rien, là. Puis quand je vais chez eux, là, il se fait un point d'honneur, là, il me prépare de la bouffe, comme si j'avais pas mangé dans les 10 dernières années, puis il me fait toutes les affaires que j'aime, puis fait qu'on en profite autrement. Mais c'est vraiment de conserver cette notion-là, de prendre du temps pour soi, puis de ne pas prendre les histoires des autres sur nos épaules. Parce que oui, il y a les gens qu'on aide, mais il y a monsieur, madame, tout le monde qui ont des histoires. Mais ces histoires-là, moi, on dirait que je les écoute, mais elles ne m'appartiennent pas. Je suis capable de me dissocier de ça. J'ai de l'empathie pour quelqu'un qui vit quelque chose, mais je ne le prends pas sur moi. Donc, vous faites la différence entre sympathie, empathie. Oui. Et compatir aussi. Et compatie, oui. Oui, exactement. Puis ça, je pense que c'est important aussi d'apprendre à se respecter dans le rythme parce que, veux pas, ça peut être des rythmes effrénés. Là. Moi, ma mère, là, c'était à toutes les semaines à l'hôpital à un moment donné, une fois par mois à Rimouski. Fait que c'était de dire, OK, quand j'aménage du temps, c'est important que je pense à moi dans tout ça. Mais quand vous dites, c'est important d'apprendre à, mais qui peut nous apprendre ça? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de cours pour ça. Non, il n'y a pas de certificat ni de diplôme universitaire en En fait, je pense qu'il faut sortir de « il faut, je dois » et de notre tête pour écouter qu'est-ce qui se passe ici. Tu sais, être plus connecté à soi, puis reconnaître qu'on est fatigué, puis reconnaître qu'on n'est pas infaillible. Tu sais, parce que souvent, quand tu es proche aidant, tu es un sauveur, tu sais, tu veux sauver, tu es en contrôle partout, tu veux que tout roule, tu es organisé au quart de tour. Mais il faut se permettre d'être désorganisé. Il faut se permettre de juste faire comme, ben aujourd'hui, le planning, c'était ça, mais j'y arriverai pas. Puis juste faire comme, ben je vais prendre du temps. Puis aujourd'hui, c'est so-so. Puis le nommer. Parce que souvent, les gens autour nous voient aussi comme des héros. Des gens toujours en maîtrise, des gens qui vont leur trouver des solutions, des gens... Fait que c'est de trouver des réflexes pour dire, non, moi, je sauve pas la planète, là. Tu sais, je suis une humaine, puis, tu sais... c'est accepter que des fois, on ne livre pas non plus. Tu sais, au niveau du travail, moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment livrer à 100%. Je suis quelqu'un qui est très impliqué. Tu me connais, je carbure à une vitesse rapide. Je suis beaucoup dans le plus de 100%. J'aime ça me donner à temps complet. Moi, j'ai dû faire le deuil de toujours être engagée à temps complet, à 100% dans ce que je fais. C'est sûr que ça me rend malheureuse d'une certaine manière, mais... si c'est pour être là plus longtemps puis être capable d'aider tout le monde puis de faire des bonnes choses, bien, j'accepte ça. Au début, ça a été un deuil de ne plus être dans cette performance-là parce que tu es habitué d'être performant au travail, c'est à ça que tu carbures. Puis quand tu es sauveur, bien, écoute, tu es dans les plans puis tu es dans les trucs puis tu sais, fait que quand à un moment donné, tu te rends compte que tout ce plan-là ne fit pas puis que tu n'arriveras pas ou que tu ne livreras pas, bien, il faut que tu apprennes à vivre avec ça. C'est aussi ça, la vie. Mais cet apprentissage-là, tu peux le faire comme proche aidant, mais tu peux le faire comme n'importe qui au travail qui va avoir un cycle. Souvent, ces gens-là vont finir en burn-out, en dépression ou des choses comme ça. Moi, je ne me suis pas rendue là. J'avais à côté un apprentissage de vie qui faisait qu'à un moment donné, j'ai fait comme là, c'est assez, Annick Chose. Tu te mets beaucoup de pression pour rien, puis c'est pas utile. J'ai l'impression que ça vient toucher notre identité personnelle pour beaucoup. Hein. Vous parliez de deuil par rapport à ce qu'on fait. C'est qu'on s'identifie souvent à ce qu'on fait et on se fait une idée de qui on est. Ouais. Puis il y a de la reconnaissance de raccrocher à tout ça. Là. Quand on n'atteint pas le même rythme, qu'on ne peut plus atteindre le même rythme, on craint de ne pas avoir la même reconnaissance, on craint de ne pas obtenir les mêmes résultats, on craint que certaines personnes ne nous reconnaissent plus ou ne veuillent plus nous reconnaître. En fait, tu sais, je t'entends dire ça, puis tu sais, souvent, ce qui fait mal comme individu, c'est l'attachement qu'on a à nos idées et à nos croyances. Oui.
c'est l'attachement parce qu'on se définit par ça. Et non parce qu'on c'est qu'on associe ça à notre identité, à nous. Fait qu'on le prend personnel, on prend que c'est nous. Fait que c'est ça qui fait mal, c'est cet attachement-là. Tandis que si on se définit envers nos valeurs, ben personne ne peut nous attaquer. Est-ce qu'on peut vraiment attaquer quelqu'un qui a la valeur de la santé, par exemple, qui va en faire une priorité? Est-ce qu'on peut vraiment attaquer quelqu'un qui va, exemple, être loyal ou quelqu'un qui va avoir comme valeur l'intégrité? On peut questionner l'intégrité, mais on ne peut pas enlever de mérite ou enlever quelque chose. Donc, c'est vraiment une notion qui est différente. Puis c'est quand on fait la différence des deux, pour moi, les valeurs sont importantes. Mes croyances, bien, ils peuvent être défaits. Tu sais, la vie évolue. Puis, tu sais, j'avais certaines croyances quand j'étais jeune. Puis, tu sais, aujourd'hui, je regarde ça, je suis comme, oh mon Dieu, je croyais vraiment ça. Mais, tu sais, l'idée, c'est ce détachement-là. Mais c'est ce détachement-là de manière générale dans la vie. C'est-à-dire que moi, je ne m'attache plus à rien. Un lieu, une maison, c'est le lieu où je vis, où je suis. Le bonheur, c'est ce que je vis au quotidien. C'est plus des conditionnels à. C'est plus, tu sais, cette notion-là n'existe plus. Il n'y a plus de conditionnel pour être heureux, de conditionnel pour être performant, de conditionnel de bon contexte, de mauvais contexte. Non. Il y a juste une vie. Puis moi, j'y trouve mon compte là-dedans, mais je ne m'attache plus à ce qu'il y a autour. Et est-ce que c'est le fait que vous ayez été, que vous soyez encore proche aidante, qui vous a permis toutes ces prises de conscience-là, tous ces ajustements-là, ou si c'est l'inverse? Ces ajustements-là qui vous ont aidé ou qui vous aident à être proche aidante? Bien, en fait, je pense que c'est un peu la poule ou l'œuf. Un ne va pas sans l'autre. Je pense que moi, la leçon que je tire de l'approche aidante, c'est vraiment la résilience. C'est-à-dire que accepter que je n'ai pas la seule chose sur laquelle j'ai le contrôle, c'est moi. C'est pas rien d'autre. Tu sais, je peux pas contrôler qu'est-ce qui va se passer au travail. Je peux pas contrôler qu'est-ce qui va se passer demain matin, si mon père va être malade, pas malade, ou si ma mère va faire une réaction allergique, ou si ma mère va pouvoir... Tu sais, moi, je contrôle juste moi. Puis, tu sais, ça enlève beaucoup de pression quand on veut plus contrôler tout ce qui nous entoure, puis qu'on veut juste comme se contrôler soi. Fait que le discours à l'intérieur qu'on a... Tu sais, souvent, les gens vont dire « Ah, c'est un peu psychédélique, spirituel ou limite, ou un peu rose bonbon, puis on va gommer ça en riant. » On est dans l'ésotérique. Oui, on est dans l'ésotérique, puis tu sais, c'est pas une notion d'être dans l'ésotérique ou pas, mais ton discours interne, c'est vraiment ce qui va dicter comment tu vois ta vie. Okay. Je le sais parce que je l'ai fait négativement et je l'ai fait positivement. J'ai fait l'expérience des deux côtés. Donc, je le sais, mais à un moment donné dans ma vie, j'ai fait le choix de ce que moi, je pourrais dire de choix de la lumière, de voir le beau, d'allumer, d'être cette flamme-là qui transmet la flamme, d'être un vecteur positif et non un vecteur négatif. Parce que j'aurais pu me mettre dans un coin puis dire que la vie est donc pénible, puis que c'est donc pas drôle, puis que moi, je devrais avoir plein d'affaires pour multiples raisons, parce que moi, ma vie est dure, parce que comparé aux autres... Non. Moi, je choisis d'être une bougie d'allumage. Je veux que les gens qui me croisent retiennent de moi que je suis quelqu'un qui est positif dans la vie, qui aime rire, qui aime les gens, qui aime le monde. Moi, c'est ça, mon objectif dans la vie. C'est pas le reste. Je veux être un vecteur positif. Fait que pour moi, être proche aidant ou être accompagnant, que ce soit au niveau professionnel, comme je le fais avec les promoteurs à la ruche, c'est d'insuffler cette énergie-là pour que les gens réussissent. Puis moi, j'ai cette énergie-là parce que quand tu l'as choisie, bien, tout alimente ça. Nourrit, ça nourrit, tout t'allume, tout te met dans le positif. Tu sais. Puis même chose, quand ma mère est décédée, les gens disaient « Mon Dieu, c'est donc bien triste, t'as perdu ta mère, puis perdre ta mère, c'est comme quasiment perdre un bras. » Puis là, je me disais « Hey, moi, là, je pleure pas ma mère. » Pourquoi? Parce qu'elle est bien où ce qu'elle est là, elle a arrêté de souffrir. Parce que moi, le plus dur, c'était de voir ma mère souffrir. C'est pas de la voir morte, puis qu'elle soit plus dans ma vie. Elle reste dans ma tête ou dans mon cœur au quotidien, disons ça comme ça. Mais elle ne souffre plus. J'aurais trouvé ça égoïste de dire « je veux la garder à tout prix dans la situation où elle était. » Puis faire des choix peut-être différents au niveau des traitements, puis ça ne m'intéressait pas. Fait que pour moi, c'est ça. Je sais que vous n'avez pas donné des conseils. Je l'ai expérimenté. Et puis, il nous reste peu de temps. Oui. Mais sans que ce soit un conseil, mettons que vous prenez mettez votre chapeau de coach. Oui. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui devient, par la force des choses, ou qui est, par la force des choses, proche aidant
proche aidante à partir de votre expérience. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Et ça devrait conduire à... Ce que tu vas mettre en action par la suite. Tu veux-tu voir le beau, tu veux-tu voir le mauvais? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu choisis de ta vie? Qu'est-ce que tu veux laisser? Qu'est-ce que tu veux léguer? Qu'est-ce que tu veux que les gens que t'aident et les gens qui sont autour de toi retiennent de toi et de ton expérience? Annie-Claude Pinault, merci infiniment de ce partage, de ce témoignage. Ça a été très, très agréable de vous rencontrer dans un autre contexte. Donc, mesdames, messieurs, merci d'avoir été là. Ça met un terme à cette rubrique Histoire de vie. Ici Sylvain Dionne, je vous donne rendez-vous, sans aucun doute, pour une prochaine rubrique, une prochaine chronique. On ne sait pas quand, mais il y en aura certainement d'autres. Si vous avez le goût de revoir cette capsule ou de la recommander à quelqu'un, je vous invite à le faire. Disponible en tout temps, à l'heure que vous voulez, de l'endroit où vous voulez, sur la chaîne vers le mieux-être.tv de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Encore une fois, merci, au revoir et à bientôt.